Il fait chaud. La lumière du midi entre à flot par la fenêtre et vient se poser sur le carrelage, sur les draps froissés, sur la peau. Quelque part, dehors, des cigales. Dans la chambre, 2 femmes. Et le petit déclic sec d'un appareil photo. L'une tient l'objectif. L'autre est assise au bord du lit, offerte à la lumière. À première vue, tout les sépare. Et pourtant, leurs vies suivent le même chemin, presque pas à pas. Celle qui photographie a quelque chose d'électrique, vive, tranchante, un regard qui vous épingle. Celle qui pose est plus douce, plus calme, mais solaire. Le genre de femme qui s'arrête sur un reflet dans une flaque quand tout le monde passe à côté. Cela fait 20 ans qu'elles se connaissent. Et à cet instant précis, dans cette chaleur, il se passe quelque chose de rare. Parce que cette femme, assise au bord du lit, Jacqueline, le monde entier croit la connaître. On l'a beaucoup regardée. On a écrit sur elle, on l'a peinte, on l'a rêvée. On lui a donné des noms qui n'étaient pas le sien. Mais là, maintenant, dans l'œil de son amie Dora, pour la première fois depuis très longtemps, ce n'est pas une image que l'on voit. C'est elle. Aujourd'hui, je vous raconte Jacqueline. Mais une histoire d'amitié ne se raconte jamais à une seule voix. Alors, pendant que je vous parle d'elle, Élodie, du podcast Nicéphore, vous parle de Dora. 2 épisodes qui se répondent, comme se répondaient ces 2 femmes. Quand vous aurez fini ici, allez écouter le sien. Le lien vous attend en description. Nous voilà au Caire, autour de 1912. Nous sommes dans des jardins que redessine un homme venu de France. Un architecte paysagiste. Il aime le soleil, la chaleur, les fleurs. Il dessine et il apprend à sa toute petite fille, Jacqueline, à regarder les plantes, à suivre la lumière et à observer. Ce goût-là, du dessin, de la nature, c'est ce qu'elle tiendra de lui et elle le gardera toute sa vie. C'est à vrai dire, à peu près tout ce qu'elle gardera de lui. Parce qu'un matin de février 1914, il prend sa voiture sur une route près du Caire. Il n'en reviendra pas. Un accident de la route l'emporte. Jacqueline a tout juste 3 ans et demi. Elle grandira sans presque aucun souvenir de cet homme. Sauf cette chose qu'on répète déjà dans la famille et qui, elle, ne s'effacera pas. On aurait voulu un garçon. Suite à cet accident, la famille rentre en France. Une mère veuve et ses 2 filles. Et cette idée ne meurt pas avec lui, elle reste. On continue d'habiller Jacqueline en garçon, de lui couper les cheveux courts et surtout de l'appeler Jaco. Il la nomme garçon manqué. L'expression est terrible, puisqu'il parle d'elle comme un garçon raté. D'ailleurs, Jacqueline parlera souvent d'elle comme un garçon incomplet, alors même qu'elle n'a jamais choisi cette identité. Jusqu'à l'adolescence, elle gardera les pantalons, les cheveux courts et ce prénom imposé, Jaco. À 17 ans, elle prend les pinceaux et se peint à travers l'ange Heurtebise. Sur la toile, ce n'est pas une jeune fille qui apparaît, mais une figure androgyne à laquelle elle s'identifie et pose la question sur son genre. Cette peinture, elle l'offrira à Marianne, une amie qu'elle a rencontrée alors qu'elle avait 12 ans. Marianne est la fille d'un conservateur de musée et ouvrira à Jacqueline une porte vers l'art, notamment celle d'Afrique et d'Océanie, avec des salles pleines de couleurs, d'imprimés et de formes. Et à travers Marianne, bientôt, elle fera la rencontre d'une autre jeune femme. Une brune, au regard perçant, qui manie l'appareil photo comme personne. Elle deviendra l'amie de toute une vie et l'une des plus grandes photographes de son siècle. Et cette amie, il faut qu'on en parle, parce qu'elle va traverser toute la vie de Jacqueline sur ses 67 ans. Et parce que pendant longtemps, elle sera une des seules à regarder Jacqueline pour ce qu'elle est vraiment.
et elle s'appelle Teodora Marković. Mais elle le modifiera pour avoir un nom d'artiste plus court, plus tranchant, et que vous avez sûrement déjà entendu. Dora Maar. Elles se rencontrent à l'École des Arts Décoratifs de Paris, et le lien, là-bas, se noue pour de bon. Imaginez 2 jeunes femmes qui refusent la vie qu'on leur a tracée. Elles courent les cafés de Montparnasse avec les poètes et les peintres. Elles vont à des meetings politiques communistes. Elles hantent les librairies, dévorent tout ce que la littérature de leur siècle produit de neuf et de scandaleux. Le jour, elles se glissent dans les cercles d'avant-garde. La nuit, elles dansent dans les music-halls de Pigalle. Elles sont belles, libres, insolentes, et elles ont de l'ambition. Celle d'être des artistes. Mais leurs routes ne sont pas totalement symétriques. À ce moment-là, Dora a une longueur d'avance. Parce qu'elle a déjà trouvé son outil, l'appareil photo. Elle apprend le métier. Le milieu de la mode, de la beauté et de la parfumerie ne tarde pas à la repérer et les premiers contrats tombent. Elle maîtrise la lumière, le cadrage, le tirage. Elle sera l'une des grandes photographes du surréalisme. Ses portraits, ses photomontages comptent aujourd'hui parmi les chefs-d'œuvre du mouvement. Et c'est elle qui met un appareil entre les mains de Jacqueline, qui lui donne le goût de photographier les ponts de Paris, la Tour Eiffel, les jeux d'ombre et de lumière sur l'acier. Cette obsession de la lumière qui suivra Jacqueline toute sa vie. Dora est là, tout près, quand elle s'éveille. Voilà ce qu'elles sont l'une pour l'autre. Pas des rivales, des sœurs d'armes, dans un monde d'hommes qui les voient d'abord comme des jolies choses, des objets de désir. Elles se voient comme des créatrices et se tirent vers le haut. 2 artistes, 2 amies, 2 femmes qu'on va longtemps regarder sans les voir. L'histoire de Dora, cette amitié vue depuis l'objectif, c'est Élodie qui vous la raconte sur Nicéphore. Nous, on reste avec Jacqueline, parce qu'elle s'apprête à faire une autre rencontre qui va chambouler toute sa vie. Alors revenons en 1927, quand Jacqueline a 17 ans, et qu'hélas, la vie lui reprend quelqu'un. Sa mère meurt de la tuberculose. Après le père, la mère. À 17 ans, la voilà à peu près seule au monde. Une sœur, des proches chez qui l'atmosphère l'étouffe, et cette évidence brutale. Personne ne décidera plus pour elle. Alors, elle décide elle-même. Elle part. Elle prend une chambre seule et commence à gagner sa vie. Mais comment gagne-t-on sa vie quand on est une jeune femme sans fortune, formée aux arts décoratifs, dans le Paris de la fin des années 20 ? On se débrouille. Elle dessine des motifs, décore des vitrines de grands magasins. Elle pose aussi comme modèle. Et puis, elle trouve un emploi qui ne ressemble à aucun autre. Elle devient nageuse. Pas dans une piscine ordinaire, non. Dans un music-hall de Montmartre. Une ancienne piscine transformée en salle de spectacle, avec une grande paroi de verre. Chaque soir, derrière la vitre, elle nage nue, devant une salle pleine. Le corps doré, les cheveux dénoués, les gestes lents, portés par l'eau. Le public retient son souffle. On dirait une sirène, une apparition. Ils la regardent tous. Aucun ne sait que cette nageuse a fait les arts décoratifs, qu'elle peint, qu'elle lit Cocteau, qu'elle a, sur l'art et la politique, des opinions tranchées. Pour la salle, elle est un corps dans l'eau, une image belle et muette. Et un soir, dans le café Cyrano qu'elle fréquente, il y a un homme qui va faire d'elle bien plus qu'une image. Il va faire le pire des malentendus. Il va croire la voir. Mais attention, et c'est important, parce qu'on a longtemps raconté cette histoire à l'envers. Ce n'est pas lui qui la trouve, c'est elle qui va le chercher. Cet homme, c'est André Breton.
Et il faut s'arrêter 2 minutes sur lui. Parce que sans lui, on ne comprend pas la suite. En 1934, André Breton n'est pas un poète parmi d'autres. C'est le chef de file, le fondateur, le pape du surréalisme. Ce mouvement d'artistes et d'écrivains qui veut faire exploser l'art, la raison, la morale bourgeoise et libérer les forces du rêve et de l'inconscient. Breton règne sur ce petit monde. Il adoube, il exclut, il excommunie. Être remarqué par lui, pour un jeune artiste des années 30, c'est exister d'un coup. Et Jacqueline Lamba a lu ses livres. Depuis l'adolescence, elle traîne du côté de la gauche, dans les cercles communistes, aux meetings, parmi ceux qui rêvent de renverser l'ordre établi. Alors, quand elle découvre les écrits d'André, ce n'est pas l'art qui la saisit, mais sa manière de penser la liberté, la révolte, la vie. Elle le lit et elle est bouleversée. Elle se reconnaît. Elle comprend qu'ils sont du même bord et elle sait, dès cet instant, qu'un jour ou l'autre, leurs chemins se croiseront. Alors elle organise le hasard. Son amie Dora Maar, qui connaît déjà tout ce monde-là, propose de la présenter à André. Mais Jacqueline refuse. Elle ne veut pas être présentée. Elle veut que lui la découvre, que la rencontre ait l'air d'un coup du destin. Elle se renseigne. Elle sait dans quel café il passe ses soirées. Et un soir de mai 1934, elle s'y installe. Et sous les conseils de Dora, elle s'y installera seule, à une table, en train d'écrire, un livre d'André Breton à ses côtés. André entre. Il la voit. Cette femme d'une beauté qui la foudroie. Exactement le genre d'apparition dont les surréalistes rêvent. La rencontre fortuite, le heureux hasard. Finalement, un signe du destin. Il ne se doute pas une seconde que tout a été calculé, que cette apparition a lu ses livres, choisi le lieu, choisi l'heure, choisi la pause. Elle lui a tendu, exprès, l'image qu'il avait envie de voir. Ils passeront une soirée inoubliable, à errer dans les rues de Paris et à refaire le monde. Ils se marient 3 mois plus tard, en août 1934. Elle a 24 ans, lui, presque 40. Et André, éperdu, va faire ce que font les poètes. Il va écrire. Il publie un livre entier né de cette rencontre. L'amour fou. Le livre deviendra l'un des plus célèbres du surréalisme, un sommet de la littérature amoureuse du XXe siècle. Il y célèbre Jacqueline, sur des pages et des pages. Il la rend immortelle. Mais regardez bien comment il la rend immortelle. Il raconte que le soir de leur rencontre, il a cru entendre dans une phrase lancée au hasard les mots « ici, Londine ». Londine, la créature des eaux, la nymphe, la sirène. Dans son livre, Jacqueline n'est pas tout à fait Jacqueline, elle est Londine. La femme, scandaleusement belle, surgit de l'eau, offerte au regard du poète. Vous voyez ce qui se passe ? La nageuse du music-hall, celle que la salle réduisait à un corps dans l'eau, la voilà changée en légende. Mais c'est le même geste, on la regarde et on voit une image, une créature, un symbole, toujours pas la véritable femme. Il mélange sa réalité avec ses désirs, sa vision mythique des femmes avec cette muse qu'il qualifie de scandaleusement belle. Il ramène aussi Jacqueline à son métier de nageuse, plutôt qu'à leur véritable rencontre orchestrée au café. Elle avait tendu cette image pour attraper Breton. Elle ne va plus jamais réussir à s'en défaire. Car très vite, l'étiquette devient une prison. Jacqueline peint et elle est douée. Elle expose avec les surréalistes. Mais dans ce milieu, elle n'est pas une artiste. Elle est la femme d'André Breton. La muse, celle qui inspire. Et sur les catalogues d'exposition, son nom même commence à disparaître. En 1935,
à une exposition à Tenerife, 2 de ses toiles sont accrochées sans aucun nom, sans mention, comme si elles étaient tombées du ciel. L'année suivante, dans une galerie parisienne, ses œuvres sont signées de 2 lettres. J.B. Jacqueline Breton. La légende est magnifique. L'amour fou, la femme scandaleusement belle, le couple mythique du surréalisme. Voilà pour les livres. La vie réelle, elle, est beaucoup moins photogénique. Parce qu'être la femme d'André Breton, au quotidien, ça veut dire quoi? Ça veut dire un mari qui gagne peu et qui collectionne l'art avec passion, des trésors plein d'appartements et des fins de mois difficiles. Et ça veut dire tenir la maison. En 1935, un an après leur mariage, leur fille Aube naît, dont André choisit le prénom d'après un dessin de sa collection. Et voilà Jacqueline, chargée d'un rôle de plus. Muse, épouse, maîtresse de maison et maintenant mère. 4 rôles, mais aucun qui s'appelle peintre. Elle, qui voulait avant tout peindre, se retrouve à courir après le temps, l'argent, le sommeil. Et surtout, elle vit ce que vivent tant de femmes d'artistes de cette génération. Dans le couple, un seul des 2 a droit au titre d'artiste. Lui écrit. Elle, on attend d'elle qu'elle inspire, qu'elle soit la muse, qu'elle soit parfaite à l'image de la femme du grand André Breton. Pas qu'elle ait une œuvre à elle. Et puis, en 1938, ils partent loin, très loin, le Mexique. André est invité à donner des conférences. Le couple traverse l'Atlantique. Et là-bas, Jacqueline va faire une rencontre qui va compter bien plus pour elle que tous les surréalistes réunis. Une femme les accueille, une peintre. Son corps est brisé par un accident et la polio. Elle est drapée dans les robes colorées de son pays. Son regard est noir et franc. Elle s'appelle Frida Kahlo. Les 2 femmes se reconnaissent immédiatement. Non pas parce qu'elles se ressemblent, tout les sépare, le pays, la langue, le style, mais parce qu'elles vivent la même chose. Frida aussi est mariée à un géant, Diego Rivera, le plus célèbre peintre du Mexique. Elle aussi peint dans l'ombre d'un homme immense. Elle aussi est d'abord vue comme la femme d'eux, avant d'être vue comme l'artiste qu'elle est. Elles se comprennent sans avoir à s'expliquer. Elles deviennent proches, le genre d'amitié qui se poursuivra par lettres, d'un continent à l'autre, pendant des années. Et c'est Frida qui met des mots sur ce que Jacqueline ressent confusément depuis toujours. Les hommes sont les rois. Ce sont eux qui dirigent le monde. Jacqueline ne peut qu'acquiescer. Elle le sait depuis l'enfance, depuis Jaco, depuis Garçon manqué, depuis JB, depuis toujours. On lui répète de 1000 façons que les hommes gagnent parce qu'ils sont des hommes. Mais quelque chose, au Mexique, est en train de changer en elle. Parce que pour la première fois, une autre femme lui tend un miroir. Pas une image imposée, mais un reflet vrai. Frida ne regarde pas Londine, ni la femme de Breton. Elle regarde une peintre, une égale, une sœur. Exactement comme Dora à l'autre bout du monde. 2 amies, maintenant, la voient telle qu'elle est. Mais tout est sur le point de s'effondrer. Parce que pendant qu'elle se lie au Mexique, là-bas, en Europe, le monde bascule. Il rentre du Mexique au printemps 1938. Elle a 28 ans. Et l'Europe qu'il retrouve n'est plus tout à fait la même. Quelque chose s'est assombri. On parle de plus en plus fort d'un homme en Allemagne et de la guerre qui vient. Et dans la vie de Jacqueline, comme dans celle de tout un continent, c'est le dernier été avant la bascule. Cet été-là,
L'été 1939, le climat s'alourdit entre Jacqueline et André. Le couple se fissure. Alors elle laisse Paris, laisse les tensions et descend dans le Midi, à Antibes, au bord de la Méditerranée. Elle rejoint son amie de toujours, Dora Maar, qui séjourne là-bas avec le peintre qui partage sa vie, Pablo Picasso. Imaginez la scène. Le soleil du sud, la mer, la chaleur. Deux femmes qui se connaissent depuis leurs 20 ans, loin de Paris. Et Dora sort son appareil photo. Elle photographie Jacqueline, longuement, dévêtue, souvent nue, dans la lumière brûlante de l'été. Et ces images-là ne ressemblent à rien de ce qu'on a fait d'elle jusque-là. Ce n'est pas un homme qui capture une muse. C'est une femme, une artiste, qui en regarde une autre et qui la voit, vraiment. Dans ces photos, Jacqueline n'est ni Londine, ni la femme de Breton. Elle est libre, elle est elle-même. Une créatrice saisie par une autre créatrice, en pleine lumière, à quelques semaines de la catastrophe. Mais cette parenthèse se referme brutalement. En septembre 1939, la guerre est déclarée. Et en quelques mois, tout s'écroule. Au printemps 1940, les armées allemandes déferlent. En juin, la France s'effondre. L'armée balayée, le pays coupé en deux. Les Allemands dans Paris. Le Nord, occupé, le Sud pour l'instant, sous un régime qui collabore. Pour une famille comme celle de Jacqueline, proche des surréalistes, engagée à gauche, mêlée à tout ce que le régime déteste, l'air devient irrespirable et dangereux. Il faut fuir, descendre vers le sud, vers le seul port encore ouvert sur le monde, Marseille. Et à Marseille, dans les collines, il y a une grande bâtisse, un peu délabrée, qui va entrer dans la légende. Une villa où s'entassent, en attendant des visas pour l'Amérique, quelques-uns des plus grands artistes de l'époque, qui ont osé s'opposer au fascisme. Tous menacés, tous en sursis. Un Américain courageux organise leur sauvetage, arrache des noms aux listes, obtient des papiers. Et en attendant le bateau, dans cette maison suspendue entre deux mondes, ces artistes traqués font la seule chose qu'ils savent faire. Ils créent. Ils dessinent, écrivent, ils inventent des jeux. La guerre est à leur porte et ils jouent. Ils tiennent bon par l'art. Jacqueline, plus tard, en parlera presque avec nostalgie. On faisait ce qu'on avait toujours fait, dira-t-elle. On continuait. Puis, les visas arrivent et le bateau aussi. En mars 1941, Jacqueline, sa petite Aube et André montent à bord d'un cargo qui quitte Marseille. Direction l'autre bout du monde, New York. Ils laissent derrière eux l'Europe en flammes, leur maison, leur toile, toute une vie. Ils ne savent pas encore, mais c'est là-bas, en Amérique, que tout va se jouer. C'est là que Jacqueline, enfin, va cesser de subir l'image qu'on lui impose. Et c'est là-bas qu'elle va tout perdre pour y arriver. Nous voilà à New York en 1941. Jacqueline a 31 ans. Et là, quelque chose d'inattendu se produit. Pour la première fois depuis des années, le rapport de force s'inverse. Parce qu'en Amérique, André Breton est perdu. Il refuse d'apprendre l'anglais, par principe et orgueil. Résultat, lui, le chef de file, le pape du surréalisme, celui qui régnait sur tout Paris, se retrouve muet, coupé du monde. On le décrira comme un animal en cage. Et qui parle anglais dans le couple? Qui traduit? Qui négocie? Qui fait le lien avec ce nouveau pays? Elle, Jacqueline. Soudain, ce n'est plus elle qui gravite autour de lui, c'est lui qui dépend d'elle. Et dans cet appartement de New York, éclairé par une verrière, il se passe une chose plus importante encore. Jacqueline se remet à peindre. Non plus dans les marges, entre deux corvées, mais sérieusement.
Elle écrit à son amie Dora, restée en France. « Maintenant, je travaille pour de bon. » À un point que je ne me serais jamais cru capable d'atteindre. Comme si, en changeant de continent, elle avait enfin trouvé l'espace pour exister. Et c'est à ce moment-là qu'un autre homme entre dans sa vie. Il s'appelle David Hare. Il est américain, jeune, artiste lui aussi. Et lui, quand il regarde Jacqueline Breton, il ne voit pas une ondine, ni la femme d'un grand poète. Il voit la femme, l'artiste, la personne. La différence est immense. Et il tombe amoureux. Alors Jacqueline prend la décision la plus lourde de sa vie. Elle va quitter André. Il ne le prend pas bien. Des années plus tard, elle racontera la menace qu'il lui a lancée. « Si tu me quittes, je te détruirai. » Elle savait de quoi il était capable. Elle l'avait vu briser, exclure, effacer tous ceux qui lui tenaient tête. Ce n'étaient pas des mots en l'air. Elle a peur. C'est un saut dans le vide. Quitter André Breton, c'est renoncer à la sécurité, au statut, à l'appartement, à tout. C'est se retrouver seule, dans un pays étranger, avec une petite fille. Et c'est là qu'une main se tend, à l'autre bout du continent. Vous vous souvenez de Frida ? Au moment où tout vacille, c'est vers elle que Jacqueline se tourne. Frida l'accueille au Mexique, elle et Aube, et les héberge des mois durant. Elle la conseille, la soutient, la porte pendant qu'elle traverse le plus dur. C'est ce qui permet à Jacqueline de sauter sans se briser. Et Jacqueline saute. Elle choisit la liberté avec l'incertitude plutôt que la cage, main dorée. Elle divorce. Mais un tel choix a un prix. Et le prix, pour une peintre, se paie en toile. Il y a d'abord celle qu'elle détruit de sa propre main, à New York. Un jour, un peintre, Roberto Matta, passe voir son travail. Il jette un œil et lâche désinvolte. « C'est exactement ce que je fais moi. » Une phrase de rien. Mais pour Jacqueline, c'est le vieux poison qui revient. L'idée qu'une femme ne fait jamais que copier, qu'elle n'a rien à elle. Alors, dans un geste de rage et de doute, elle détruit tout, des toiles entières. Elle le regrettera toute sa vie. Et il y a celle qu'elle ne retrouvera jamais. Après la guerre, revenue en France, elle retourne à l'appartement de la rue Fontaine, là où elle avait laissé ses œuvres de jeunesse. Ses toutes premières peintures, presque tout ce qu'elle avait fait avant l'exil. Elles ont disparu, envolées. Il n'en reste rien. Certains, dont son biographe, pensent que c'est André Breton qui les a détruits après le divorce. On n'en a pas la preuve. Ce qu'on sait, c'est qu'elle ne les a jamais revus, que presque toute son œuvre de jeunesse est volatilisée, et qu'on ignore aujourd'hui à quoi ressemblait la jeune peintre qu'elle était. Elle a reconquis sa liberté, elle y a laissé une partie de son œuvre. Mais elle a gagné quelque chose qu'on ne peut pas détruire. Quand elle vivait avec André, elle signait ses œuvres Jacqueline Breton, le nom du mari. Dans une revue surréaliste, au tout début de l'exil, elle signe encore ainsi. Puis vient le numéro suivant. Et cette fois, sous l'œuvre, il y a un autre nom, le sien, son vrai nom, son nom de jeune fille, Jacqueline Lamba. Elle a repris son nom, noir sur blanc, et à partir de là, plus personne ne le lui enlèvera. La guerre finie, le monde se relève, et Jacqueline, peu à peu, sort de l'orbite surréaliste. Ce cercle qui l'avait fait muse, et jamais vraiment peintre. Elle refait sa vie avec David, l'artiste américain. Il rentre en France, ils ont un fils, mais cette histoire-là, elle aussi, va s'essouffler avec les années. Et Jacqueline Lamba finira comme elle avait commencé, seule. Sauf que cette fois, la solitude ne lui sera pas imposée, elle la choisira. Elle prononcera une phrase bien plus tard, revenant sur toute sa vie de peintre. Une phrase terrible de lucidité. Elle dira, en substance, « J'ai peint le surréalisme pour plaire à Breton. J'ai peint des paysages pour plaire à Hare. Et maintenant,
enfin, je peins pour moi. Pendant des décennies, même sa peinture, la seule chose qui était vraiment à elle, son refuge, sa raison de vivre, avait épousé les désirs des hommes. Elle peignait pour être aimée, pour être approuvée, pour coller à ce qu'ils attendaient. Alors passée la cinquantaine, elle fait le ménage. Elle quitte les hommes, les rôles, les attentes. Elle s'éloigne du monde de l'art parisien, de ses galeries, de ses jeux de pouvoir, et elle part chercher seule ce qu'elle n'avait jamais eu le droit de chercher, sa propre peinture. Elle la trouve dans un village, à Simiane-la-Rotonde, en Haute-Provence. Un vieux village médiéval accroché à une colline, face à des plaines de lavande. Et là, quelque chose se dénoue. Chaque été, pendant des années, Jacqueline s'y installe et suit le même rituel, immuable. Elle se lève tôt, elle peint jusqu'à midi passé, elle marche longuement dans la campagne. Le soir, elle prépare son dîner et elle recommence. Ce qu'elle peint, enfin, n'est plus une image commandée par le regard d'un autre. Ce sont des paysages, des sources, des ciels, la lumière. Cette lumière qu'elle poursuivait depuis toujours, depuis les jardins de son père, depuis les ponts de Paris, photographiés avec Dora, depuis toujours. Elle disait, l'ombre n'existe pas, elle est déjà lumière. Toute sa peinture, désormais, tient dans cette idée. Peindre non pas les choses, mais la clarté qui les fait exister. Et cette solitude, que les autres trouvaient triste, elle la revendique. Elle en fait une force. Être seule, écrira-t-elle à une amie, ce n'était pas ne plus vouloir de personne, c'était enfin s'habiter soi-même, pour pouvoir aimer ou créer. Elle avait passé sa vie à être remplie par le regard des autres. Elle apprend, âgée, à être remplie d'elle-même. Mais attention, se retirer du monde de l'art, ce n'est pas se retirer du monde. Car s'il y a une chose que Jacqueline n'a jamais lâchée, de sa jeunesse à sa vieillesse, ce sont ses convictions. Bien avant André Breton, déjà, elle traînait dans les cercles de gauche, aux meetings, du côté de ceux qui voulaient changer le monde. Et elle ne s'est jamais arrêtée. Quand la France torture en Algérie, elle est de ceux qui signent le manifeste appelant à la désobéissance. Un geste qui, à l'époque, pouvait coûter cher. Elle se mobilise contre la guerre du Vietnam, elle soutient les paysans du Larzac. Une femme qu'on avait voulu réduire à un joli visage dans un livre passait en réalité son temps à prendre parti, toute sa vie. Et pendant ce temps-là, à quelques dizaines de kilomètres de là, dans un autre village de Provence, une autre femme fait exactement la même chose. Dora Maar. La vie les a séparés, malmenés, dispersés aux quatre coins du monde. Dora aussi a été brisée par Pablo Picasso. Elle aussi s'est retirée, seule, dans le sud. Et voilà que sur le tard, les deux amies se retrouvent presque voisines. Chacune dans son coin de Provence, chacune penchée sur ses paysages. Elles dessinent la même nature, la lumière du midi, à l'encre, à grands traits. Et leurs œuvres de cette époque se ressemblent tant qu'on peine parfois à dire laquelle a tenu le pinceau. 67 ans, après une salle de classe où une amie commune les avait présentées, après les gloires, les relations tortueuses, les blessures, les guerres, après tout ce que la vie avait mis entre elles, le lien, lui, avait tenu. Jacqueline Lambert peindra ainsi jusqu'au bout, ou presque. Les étés à Simiane s'enchaînent pendant près de 20 ans. Puis, le corps lâche, la mémoire se dérobe. Vers la fin des années 80, la maladie s'installe. Cette maladie qui efface les souvenirs. Ses enfants l'installent à la campagne, dans une maison de repos, un vieux château au bord de la Loire. Et là, tant qu'elle le peut, elle continue de faire la seule chose qui l'a vraiment habitée. Elle dessine, elle peint, jusqu'au jour où elle ne peut plus tenir un crayon. Jacqueline Lambert s'éteint en juillet 1993. Elle avait 83 ans. Jacqueline
n'est pas un cas isolé. Elle est un nom, parmi beaucoup d'autres. Parce qu'elles étaient nombreuses, ces femmes du surréalisme. Dora Maar, Leonora Carrington, Remedios Varo, Claude Cahun, Mary Oppenheim et tant d'autres. Toute une génération d'artistes brillantes gravitant autour d'un mouvement qui se voulait révolutionnaire, libre, en avance sur son temps. Et il faut être juste. Ce mouvement leur a ouvert des portes. Il les a accueillis, exposés, publiés. À une époque où le monde de l'art n'accordait aux femmes quasi aucune place. Certains de ces hommes les ont vraiment soutenus. Alors il faut être honnête, dans les deux sens. On présente souvent les surréalistes comme des hommes en avance, des alliés des femmes. Ce n'est pas tout à fait faux, mais ce n'est pas tout à fait vrai non plus. Ils étaient de leur époque, avec les angles morts de leur époque. Dans leurs œuvres, la femme est partout, mais comme muse, comme corps désiré, comme rêve, comme objet. Rarement comme une personne à part entière. On célébrait la féminité, on oubliait les femmes. Alors ces femmes ont fait quelque chose de remarquable. Entre elles, elles ont tissé un autre monde, un réseau, une contre-société discrète, faite d'amitié, de lettres, de séjours partagés, de soutien dans les moments de crise. Pendant que les hommes du groupe s'excommuniaient et se déchiraient pour des questions de doctrine, elles s'entraidaient, elles se motivaient, se relayaient et se protégeaient. C'est ce qui a permis à Jacqueline de survivre, de sauter et de recommencer. Sans Marianne, sans Dora, sans Frida et les autres que je n'ai pas pu citer, il n'y aurait pas eu de peintre Jacqueline Lamba. Juste une muse de plus, effacée par l'histoire. Car voilà, le plus injuste, ce ne sont pas eux au fond qui ont fait disparaître ces artistes. Le vrai fossoyeur est venu après. Ce sont les décennies qui ont suivi. Les musées qui n'accrochaient pas leurs toiles, les livres d'art qui ne citaient que les maris, les institutions qui rangeaient chaque femme dans la case « muse » et refermaient le tiroir. Le sexisme des compagnons a blessé ces femmes de leur vivant. C'est l'indifférence des institutions qui les a effacées après leur mort. Jacqueline a passé sa vie à lutter contre une image. L'histoire, longtemps, a fini le travail à sa place. Mais l'histoire se réécrit. Et c'est un peu ce que nous faisons là, maintenant, ensemble. Et si ces femmes nous laissent quelque chose, c'est peut-être ceci. Regardez autour de vous, les femmes qui créent, qui écrivent, qui se battent à côté de vous, aujourd'hui. Ne les regardez pas, voyez-les, soutenez-les, nommez-les. Parce que la sororité qui a sauvé Jacqueline Lamba n'appartient pas au passé. C'est quelque chose qui se cultive ici, maintenant, entre nous. Et elle doit être large, parce que Jacqueline avait un nom, une éducation, un milieu qui l'ont protégée malgré tout. Beaucoup d'autres n'ont pas eu ce filet. Effacées non seulement parce qu'elles étaient des femmes, mais aussi pour leurs origines, leur classe, leur orientation sexuelle. La sororité, qui ne défend que celles qui nous ressemblent, n'est pas une sororité. C'est un club. On cherche toujours à faire taire les femmes, et plus encore, les voix qu'on n'a jamais voulu entendre. Ensemble, à nous de rompre ce silence. J'espère que cet épisode vous a plu aussi. Je suis trop heureuse de vous avoir proposé un épisode en diptyque avec Elodie. Et pour celles et ceux qui ne la connaissent pas, Elodie fait un super travail de vulgarisation autour de la photographie. Mais ça va très souvent bien plus loin que ça. Elle parle des réalités sociales de l'époque, parce que pour parler d'une ou d'un photographe, il faut comprendre son message et la réalité de son époque. Ce sont aussi des épisodes immersifs avec du storytelling, donc il y a de grandes chances que vous appréciez aussi son travail. D'ailleurs, elle a sorti un épisode sur le surréalisme, où elle explique notamment la différence entre le courant féminin et masculin. Donc n'hésitez pas à aller écouter si c'est un sujet que vous voulez creuser. Tous ces liens seront en description. Et je vous remercie du fond du cœur d'écouter mon podcast. Et encore plus, je l'avoue, les personnes qui m'aident à financer ce projet sur Patreon. Donc, au cas où aussi, je laisse mon lien en description. Je vous souhaite une bonne soirée ou une bonne journée et je vous dis à bientôt. C'était Camille.